France Inter, il est 7 heures. Interactualité, Jacques Thévenin. Série noire pour l'aviation civile aujourd'hui. Il est 19h et toute la nuit, les sauveteurs vont fouiller la forêt d'Ermenonville où s'est écrasé l'avion de la Turkish Airlines en début d'après-midi, entre Moussy-le-Vieux et Moussy-le-Neuf, non loin du centre d'attraction de Jean Richard. L'avion en provenance d'Istanbul avait fait escale à Orly avant de prendre 200 passagers britanniques à son bord, direction Londres. En tout, 345 personnes se trouvaient dans l'appareil qui a piqué du nez brusquement un peu après le décollage, c'est-à-dire peu après 12h30 sur la forêt d'Ermenonville. Il n'y a pas de survivants, 345 morts. Ce sera sans doute le bilan de cet accident le plus meurtrier de toute l'aviation civile. Plusieurs témoignages laissent à penser que l'appareil aurait pu exploser en vol avant de s'écraser. D'autres témoignages, en revanche, laissent à penser que l'appareil a peut-être explosé en s'écrasant. Avec Lucien Barnier, dans quelques instants, nous tenterons de savoir laquelle de ces deux hypothèses paraît la plus plausible. Et puis, 7 corps ont été retrouvés à Saint-Patu, dans la région de Senlis, à 15 km de l'accident, ce qui pourrait peut-être justement confirmer l'hypothèse de l'explosion en vol d'une partie du fuselage. Le ministre turc des Transports, de son côté, a évoqué à Ankara dans l'après-midi l'hypothèse d'un attentat. Mais avant d'aller plus loin dans l'examen des causes de l'accident, nous allons retrouver sur place, dans la forêt d'Ermenonville, nos envoyés spéciaux, Bruno Albin, Jean-Louis Burgat et Alain Tropolieri, qui assistent en ce moment même aux opérations de sauvetage dans un vallon de cette forêt du nord-est de Paris, dont les arbres ont été scalpés littéralement sur plus d'1 kilomètre. Des projecteurs qui fouillent la nuit, la ronde incessante des voitures de pompiers, des carcasses d'arbres coupées à 2 mètres de hauteur, un vallon enneigé au milieu de la forêt d'Ermenonville, voilà pour le cadre, ce soir à 7 heures. La nuit est tombée depuis peu de temps, mais plus de 6 heures après la catastrophe, les sauveteurs continuent leur ronde macabre, sans l'espoir, est-il besoin de le rappeler, de retrouver des survivants. Un seul corps a été à peu près identifiable, intact. Pour le reste des victimes, je vous dirai simplement que les pompiers travaillent avec des sacs de plastique, ce qui vous donne une idée de la violence de l'impact du DC-10 contre le sol. Quant à l'appareil, rien ne permet de reconnaître un avion. J'ai retrouvé des bouts de tôle de 50 cm de long pour les plus gros, à l'exception d'un réacteur qui se trouve aux côtés d'un morceau du cockpit. Vous savez, je crois qu'il faut l'avoir vu pour pouvoir imaginer ce qu'est une catastrophe d'avion, le choc d'un engin de plusieurs dizaines de tonnes contre le sol. Alain Tropolieri fait le point maintenant des sauvetages avec le commandant responsable des secours. Nous allons poursuivre l'évacuation des corps ou de ce qu'il en reste, vraisemblablement jusqu'à la tombée de la nuit. De toute façon, actuellement, nous mettons en place un certain nombre de projecteurs qui nous permettront de travailler dans les meilleures conditions possibles. L'ensemble du secteur restera bouclé par des forces de gendarmerie, de telle manière que l'enquête technique puisse débuter dès demain matin dans les meilleures conditions. Les secours ont pu s'organiser dans d'excellentes conditions, on peut le dire. Malheureusement, il n'y avait plus de personnes vivantes. Oui, et le problème, c'est qu'il n'y a pas de grosse épave de l'avion. Tout est éparpillé. Il y a énormément, l'avion s'est effectivement éparpillé dans la forêt et il va falloir maintenant rassembler évidemment toutes ces épaves. La boîte noire a été retrouvée, commandant. Oui, effectivement. Très rapidement. Oui. Oui, on a retrouvé la boîte noire qui était rouge en fait, il y a de cela environ 2 heures. C'est bien sûr un élément important pour l'enquête, mais plus important encore, c'est le document que vient de nous rapporter Patrice Bertin. Vous savez qu'en début d'après-midi, les habitants d'un petit village de Seine-et-Marne, Saint-Patus, ont averti la police qu'ils avaient vu un avion exploser dans le ciel. Saint-Patus se trouve à 10 km à vol d'oiseau de l'endroit où nous nous trouvons maintenant, c'est-à-dire l'endroit où s'est écrasé le DC-10. Et vers 12h30, heure à laquelle l'avion, le quadriréacteur, tombait dans la forêt d'Ermenonville, un ouvrier portugais se trouvait dans un champ à Saint-Patus. Écoutez. Il y avait une explosion, une grosse explosion, et nous avons regardé beaucoup de moissons. Et le moisson qui a tombé par terre était la personne. Vous avez vu l'avion exploser? Oui. Vous êtes certain qu'il explosait au-dessus de vous? Oui, il a explosé. Et il explosait, quelle partie de l'avion est tombée? C'était à l'arrière ou l'avant de l'avion qui a explosé? Derrière, nous regardons.
Donc c'était à la queue de l'avion que ça a explosé. La queue de l'avion qui a explosé. Il n'a pas à tomber le maçon, il nous a regardé doucement, c'est la chaise de l'avion, il a personne tout touché. Et le reste de l'avion, il a continué à voler? Il a continué à voler, nous attendre un petit peu, il a tombé encore un petit peu de maçon de l'avion. Vous avez compris, cet ouvrier est formel. Il a vu la queue de l'appareil se détacher et des corps tomber dans les champs. On en a retrouvé jusqu'à présent 7. Mais il n'y a pas que ce Portugais qui fait ce témoignage très important pour l'enquête. Cette thèse est aussi confirmée par les pompiers de Saint-Pathus. Il semblerait qu'il y ait eu une explosion de l'appareil au-dessus de Saint-Pathus. Et puis ensuite, l'appareil a continué à voler. Et puis, ma foi, il a descendu dans les bois d'Ermenonville. Du reste, monsieur le maire de Moussilvieux a également entendu une explosion. Ça a fait vibrer les vitres à Moussilvieux. Vous avez entendu une explosion, monsieur le maire? Oui, à Moussilvieux, on l'a entendu. À quelle heure? Je n'ai pas regardé l'heure. Aussitôt que j'ai entendu entre Moussilvieux et Moussilneuf, je me suis précipité sur ma voiture pour aller voir dans quel coin. On ne savait pas à quel endroit il était, nous. Voilà ce que l'on peut dire ce soir dans ce décor de la forêt d'Ermenonville, là où 345 personnes sont venues mourir cet après-midi. Oui, Lucien Barnier, les témoignages que nous venons d'entendre pourraient donc confirmer l'hypothèse d'une explosion en vol, d'autant que le directeur de l'aéroport d'Orly, M. Dreyfus, a lui aussi confirmé dans l'après-midi qu'il pensait que l'appareil avait eu des ennuis avant de s'écraser. Il est très difficile, à cette heure même, de proposer une explication. Ce qu'on peut dire, c'est que l'avion où il se trouvait, il avait effectué son virage avant Coulommiers et il montait vers la verticale de Creil pour aller emprunter le cheminement qui devait le conduire en pente de croisière sur la voie aérienne de Londres. Il avait dépassé le niveau 70, c'est-à-dire 7000 pieds, 2100 mètres, et vraisemblablement là où il se trouvait à peu près, puisqu'il devait atteindre normalement le niveau 140, 14 000 pieds, 4200 mètres à la verticale de Creil, il devait se trouver à peu près vers 10 000 pieds à la verticale de l'épicentre de tous les vestiges que l'on a découverts. 10 000 pieds, ça fait 3 000 mètres. Il venait de quitter la tour de contrôle d'Orly et il était passé en compte au centre de contrôle régional qui commande la navigation aérienne sur toute la partie nord et qui se trouve à Athis-Mons. Or, il semble, d'après les informations dont nous disposons actuellement, qu'il n'ait pas contacté le centre de contrôle régional après avoir pris congé dans les formes régulières, réglementaires de la tour de contrôle d'Orly. Voilà donc l'avion qui se trouvait à 3000 mètres. Et tout à coup, cet avion perd son altitude puisqu'il va percuter le sol, et l'on le trouve au sol. Pour tomber d'à peu près 3000 mètres dans des conditions de panne mécanique d'un appareil, il faut quelques minutes. Et qu'est-ce qui peut faire tomber un avion dans des conditions normales? C'est panne de moteur, un blocage des gouvernes. Cela donne du temps au pilote pour avertir et lancer ce qu'on appelle un message de détresse, Mayday, et le pilote a le temps de proposer un diagnostic très rapide, parce que c'est son travail, c'est son métier, de dire pourquoi l'avion tombe. Il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de tomber, ou en tout cas l'empêcher de tomber d'une manière catastrophique. Il va tenter l'atterrissage de fortune dans une région qui offre quelques possibilités, encore que l'avion était considérablement chargé. Mais il va dire au moins ce qui se passe. Or, il n'a rien dit. Ça prouve quoi? Ça prouve premièrement que l'avion s'est tu, qu'il n'a pas pu parler, donc les liaisons radio étaient coupées. Deuxièmement, il est tombé d'une manière catastrophique très rapidement et les témoignages établissant qu'il y a eu explosion sont assez, je crois, explicites. On peut donc et puis il y a ces corps penser qu'il a pu y avoir une explosion. Et puis il y a ces corps retrouvés à Saint-Pathus. Oui, enfin, on peut dire que les arbres ont... Mais en effet, il n'y a pas une traînée, il n'y a pas une saignée. Il y a un éparpillement à peu près à 7, 8, et dans le cas de Saint-Pathus, jusqu'à près de 15 km de l'épicentre. Alors là, voyez-vous, c'est tout ce qu'on peut voir. Premièrement, anomalie de la chute. Deuxièmement, anomalie dans le silence radio, qui semble indiquer que les liaisons radio ont été brutalement interrompues. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment.
Bien, nous recevons à l'instant un nouveau témoignage, et il est d'importance puisque Patrick Frances a rencontré il y a quelques instants Monsieur Aimar Achille-Foult, secrétaire d'État au transport, qui revenait des lieux de la catastrophe. Écoutez. Oui, je me suis rendu là-bas dès que j'ai été informé. Et je reviens, comme bien vous le devinez, très ému de ces circonstances dramatiques. L'aviation civile est une grande famille internationale et que cet accident qui se produit sur notre sol d'un avion de la Turkish Airlines nous rend solidaires des gouvernements et des populations, c'est-à-dire de nos amis turcs, britanniques et japonais, puisqu'il semble que les victimes soient de ces trois nationalités, en espérant qu'il n'y ait aucune victime française. C'est ce que l'on m'a dit jusqu'à présent, mais je ne puis pas vous l'affirmer absolument. Donc pour l'instant, les sauveteurs vont travailler toute la nuit sur les lieux de l'accident à la lumière des groupes électrogènes pour ramener tous les corps des victimes. Et puis à l'aide de la petite boîte noire qui a donc été retrouvée cet après-midi, ils vont donc pouvoir tenter de retrouver les causes exactes de cet accident.